Eh bien, on va commencer cette session pour ne pas pénaliser ceux qui sont arrivés à l'heure. Donc, bienvenue à cette deuxième journée du colloque et bienvenue à cette session qui s'intitule « Les frontières du travail ». Donc, pour vous mettre dans l'ambiance, j'ai mis une photographie de sortie d'usine prise en 1971 et qui rappelle ce que disait Denis Voronov hier sur l'espace et le temps du travail industriel. Donc, les frontières du travail, d'abord, je voudrais remercier mes collègues qui ont accepté d'intervenir dans cette session, donc l'historienne Catherine Omnes, le sociologue Michel Golac, la sociologue qui vient des États-Unis pour nous, Viviana Zelizer, et le commentaire qui sera fait par Annie Fouquet. Donc, je vais commencer tout de suite cette session par ma propre communication intitulée « Le travail invisible ». Mais en introduction, je voudrais rappeler ce que signifient les frontières du travail, ce que peuvent signifier les frontières du travail et ce dont nous allons discuter ce matin. On peut prendre au moins 3 points de vue sur ces frontières du travail. On peut prendre le point de vue des travailleurs, c'est ce que vous avez vu dans la photo précédente, sortie d'usine. La question de la frontière entre le travail, particulièrement le travail salarié, et le non-travail pour un individu donné. Cette frontière est juridique d'abord, mais aussi rituelle et perçue, subjective. Et ce sont les interventions de Michel Golac et de Viviana Zelizer qui s'interrogeront sur la réalité de cette frontière aujourd'hui, sur la façon dont elle devient poreuse et dont le travail sort de son espace-temps pour aller vers le hors-travail et dont le hors-travail entre et pénètre l'espace et le temps du travail. On peut également considérer le point de vue des statuts, et ce sera Catherine Omnes qui nous parlera de la construction juridique, sociale, politique de la frontière entre ceux qui peuvent, qui ont le droit et qui ont la capacité de travailler, et les autres. Et enfin, le point de vue que je prendrai moi-même, le point de vue des activités. La question de la frontière entre travail visible, rémunéré, encadré juridiquement, et travail invisible. Et vous verrez que ce que j'appelle travail invisible, c'est tout le travail qui est en dehors du droit du travail, qui est en dehors de la rémunération. C'est tout le travail gratuit. Et c'est un espace énorme. Et j'essaierai de faire quelques aperçus là-dessus, autour du travail domestique, du travail fantôme, du travail à côté. Donc, le point qui m'intéresse ce matin, c'est de dire que cette frontière, cette troisième frontière, entre les tâches visibles et les tâches invisibles, entre le travail visible et le travail invisible, se déplace dans l'histoire et qu'aujourd'hui, c'est un moment de déplacement particulièrement important du fait des transformations techniques. Et vous verrez, je passerai rapidement sur la question du travail gratuit du consommateur, mais qui est aujourd'hui de façon évidente en train d'augmenter, du fait aussi du travail des femmes et du vieillissement de la population. J'insisterai là-dessus pour montrer les effets de l'augmentation du travail professionnel à domicile. Et je dirais que ces déplacements de la frontière entre travail visible et travail invisible rendent ce travail invisible visible et du coup posent la question de sa reconnaissance en termes de dédommagement ou de rémunération ou de statut. Donc pour commencer, juste pour vous rappeler le contexte, un élément du contexte, on a déjà dit quelques mots hier à propos de la RATP, mais il me semble que sur les caissières de supermarchés, le conflit est vif et porté également par des travaux scientifiques. Vous avez une photographie d'un consommateur en train de faire le travail de la caissière sur ces nouvelles caissières, ces nouvelles caisses automatiques enregistreuses qui sont en train de se mettre en place. Et là, j'ai pris cette photo sur le blog de Force ouvrière du magasin Carrefour d'Annecy. Donc, quelques définitions pour le travail invisible, en allant relativement rapidement. C'est un travail qui n'est ni rémunéré ni reconnu. On l'a beaucoup considéré en termes de travail domestique féminin. Donc, par exemple, dans un couple de métayers,
Dans les années 70, le mari considère qu'à 7 heures du matin, le travail de sa femme est fini, puisqu'elle a fini son travail d'éleveur, et elle enchaîne en disant que son travail commence, son travail dans la maison. Et ce qui est important, c'est de voir que ce travail invisible occupe l'espace entre deux définitions scientifiques concurrentes du travail. La définition qui considère que le travail, ce sont des activités visées par un contrat de travail, et la définition beaucoup plus large qui considère que le travail, ce sont les activités productrices de richesse. Ce travail invisible, sa caractéristique, c'est qu'il est non marchand, il est non salarié, il est gratuit, mais également il est délégable. C'est-à-dire que la différence avec le loisir ou avec le temps personnel, c'est que ce travail invisible peut être effectué pour autrui. Et l'exemple que prennent les économistes pour le temps personnel, c'est le sommeil qu'on ne peut pas déléguer. Et je dirais qu'il est d'autant plus invisible qu'il n'existe pas d'équivalent marchand et que les tâches, un certain nombre de tâches que nous faisons tous les jours sont des tâches délégables, mais il n'y a pas de personnel auquel le déléguer, et donc il n'y a pas même l'idée qu'on pourrait peut-être le déléguer. L'autre point extrêmement important, c'est l'ambivalence du travail invisible. Tous les travaux sur ce travail invisible ont oscillé entre une vision optimiste, qui a été la mienne quand j'ai travaillé sur le travail à côté, comme une réappropriation personnelle du monde matériel. Un certain nombre d'anthropologues de la consommation de masse ont montré que le travail à côté était une façon d'investir les produits de la consommation standardisée, et une vision pessimiste, qui est celle d'Ivan Illich, entre autres, et qui considère que ce travail invisible est un travail contraint, un travail fantôme. Et l'autre point important, c'est que la frontière entre ce qui est délégable et ce qui est personnel, ce dont je parlais tout à l'heure, pour définir le travail invisible, c'est une frontière qui n'est pas naturelle, comme on pourrait le penser avec l'exemple du sommeil, mais qui est sociale et qui concerne les valeurs morales, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'activités qui, à certaines périodes de la vie et de l'histoire, sont considérées comme non délégables. On pourrait prendre l'exemple des tâches maternelles qui, selon les périodes de l'histoire, l'allaitement est délégable à une nourrice, ou au contraire est la tâche maternelle non délégable par excellence. Deux périodes où ce travail invisible devient visible. Donc rapidement, et pour le contraste, en 1931, une affiche des arts ménagers qui montre l'industrialisation et la valorisation industrielle du travail ménager avec tous les outils, l'usine qui rentre dans la maison. Et aujourd'hui, avec l'affiche, la photographie qui fait l'affiche du premier congrès de l'aide aux aidants, une valorisation au contraire de la qualité, de la relation de service, avec la question de savoir si cette relation est délégable ou non. Rapidement, un mot pour vous dire que certes c'est un travail gratuit, c'est un travail qui n'entre pas dans un contrat de travail, mais c'est un travail pour lequel un certain nombre de compensations légales ont été envisagées. J'ai pris juste quelques exemples. En France, depuis quelques décennies, les assurances habitation prévoient la possibilité pour l'assuré de faire lui-même les réparations, donc de bricoler dans sa maison pour réparer le dégât dont ils ont été victimes, et ces assurances dédommagent un temps passé, qui est donc un temps de bricolage, un temps de réparation, qui est considéré comme du temps devant être dédommagé, mais à un tarif, un salaire beaucoup moins élevé que le salaire d'un professionnel. En Suisse, l'invalidité n'est pas simplement définie comme l'impossibilité de travailler, mais est définie pour toutes les personnes qui sont sans activité lucrative, donc qui ne travaillent pas. Cette invalidité est définie par les empêchements à accomplir les travaux habituels ou ménagers, où l'on voit que quand on ne peut pas effectuer son travail domestique, on peut envisager, dans le cas de la Suisse, un dédommagement monétaire. Et je vais aborder maintenant le point, l'exemple principal que je voudrais prendre ici, qui est l'exemple de l'aide aux personnes handicapées ou dépendantes, en me rappelant rapidement que quand elle est familiale, quand cette aide est familiale, en France aujourd'hui, elle peut être compensée par un certain nombre de dispositifs légaux. En 1975, la loi handicap prévoit des droits sociaux pour les parents d'enfants handicapés qui arrêtent de travailler. Depuis longtemps également, une allocation compensatrice
pour tierces personnes est prévu pour les handicapés, qui n'est pas une allocation qui concerne leur propre incapacité de travailler, mais qui concerne le fait qu'ils doivent être aidés dans la vie quotidienne. Donc tierce personne, c'est la personne qui les aide. Et ces handicapés ont reçu jusqu'à récemment une allocation monétaire qui compensait le fait qu'ils devaient demander de l'aide à un proche. Et aujourd'hui, depuis 2005, cette allocation monétaire a été remplacée par une prestation en nature. Et je passe plus rapidement sur les 2 ou 3 dernières mesures, l'une purement jurisprudentielle autour de conflits d'héritage, lorsqu'un des enfants s'est investi plus dans le travail auprès de ses parents dépendants, l'autre qui poserait toutes sortes de questions passionnantes autour du salaire versé aux aidants familiaux dans le cadre de l'allocation pour l'autonomie. Et récemment, depuis 2007, on revient à de la non-rémunération, mais avec un droit nouveau qui est le congé de soutien familial. Donc mon point sur l'aide à domicile, c'est de dire que la reconnaissance et le fait que le travail auprès des personnes âgées dépendantes devient visible se fait parallèlement du côté des familles. Je vous ai dit tout à l'heure les mesures autour de la compensation du travail familial et du côté du secteur professionnel. Et donc, je n'aurai pas le temps de développer, mais je voudrais quand même essayer de vous donner quelques idées sur les difficultés de professionnalisation du secteur de l'aide à domicile aujourd'hui, donc avec un certain nombre de points dont on a pu montrer que c'était des obstacles à cette professionnalisation. Et j'ai également trouvé sur le web une photo de la ville d'Argenteuil montrant une forme de visibilité de ce travail de l'aide à domicile. Ici, il s'agit de services d'accompagnement des personnes âgées et c'est donc une photographie pour la publicité de ce service dans la ville d'Argenteuil. Donc rapidement, les difficultés autour de cette professionnalisation sont liées à la définition des tâches, une définition négative, ce qui ne relève pas des soins médicaux, une définition domestique, ce qui relèverait normalement du travail familial, et des difficultés également autour du rapport à l'hôpital. Et enfin, quelques points pour se demander pourquoi aujourd'hui ce sont seulement des femmes. En réalité, vous avez vu sur la photo précédente, il y a aussi des hommes, et ils sont particulièrement invisibles et dans les tâches domestiques et dans le secteur professionnel. Et pour finir, je voudrais montrer les 2 faces de cette aide professionnelle à domicile. La face noire, la face pessimiste, qui est l'insistance sur les bas salaires. Donc ça, j'ai trouvé ça sur un blog politique autour d'une question sur la revalorisation des salaires des aides à domicile. Donc, pourquoi ce travail est-il tellement mal rémunéré aujourd'hui, et pas seulement mal rémunéré, mais il y a toute une série de questions autour des conditions de travail qui sont très importantes. Et l'autre face, c'est cette très belle photographie que j'ai prise sur le blog d'une auxiliaire de vie sociale, qui montre la relation personnelle enchantée, c'est-à-dire la valorisation de la relation personnelle dans le cadre de ces métiers qui se construisent avec des questions autour de l'estime de soi et de l'image collective de ces aidants professionnels. Donc pour conclure, le cas de l'aide à domicile aujourd'hui me semble un beau cas, mais on aurait pu en prendre d'autres, de travail invisible en train de devenir visible, avec des questions parallèles autour de la reconnaissance de l'aide familiale et de la professionnalisation de l'aide salariée, avec des questions juridiques autour de l'espace domestique comme espace de travail, pas seulement son propre espace domestique, mais l'espace domestique d'autrui, donc ça pose des questions juridiques intéressantes, et puis avec un point qui est très important théoriquement, qui est de ne pas opposer la rémunération, l'efficacité d'un côté, l'estime de soi, la relation personnelle de l'autre. Et plus largement, sur cette question des frontières du travail, il me semble qu'aujourd'hui, penser la répartition globale entre travail visible et travail invisible, et penser la façon dont elle se déplace, est un enjeu extrêmement important. J'ai essayé de vous rappeler simplement que
aujourd'hui une partie du travail qui, autrefois ou tout récemment, était effectué par des salariés est délégué à des usagers ou à leur famille. Donc c'est très clair dans le cas de l'hospitalisation à domicile. On pourrait également prendre cette hypothèse de travail pour regarder les activités sur Internet et en particulier les formes d'activités sur Internet dont on a parlé hier autour des activités gratuites qui ensuite peuvent générer un profit pour certaines entreprises. De l'autre côté, on a bien sûr des phénomènes de délégation du travail domestique à des salariés, comme je vous l'ai montré, et il me semble que ça pose des questions autour de la reconnaissance de ce travail invisible en termes de droits sociaux. Merci.